Le rapport de débriefing du 506e régiment d'infanterie parachutée, 101e division aéroportée, ne mentionna jamais le 3e peloton de la Dog Company. Pas un mot sur les 23 hommes qui disparurent. Durant la bataille des Ardennes, leur disparition devint une note de bas de page, enfouie sous le chaos de l'offensive de l'Ardenne lancée par Hitler. Selon les documents officiels, le peloton avait manqué sa zone de largage, se retrouvant probablement derrière les lignes allemandes, où il aurait été sommairement exécuté. Mais des dossiers déclassifiés en 1998 racontaient une toute autre histoire. Retrouvés dans une archive oubliée du renseignement de l'US Army à Fort Huachuca, en Arizona, ces documents contenaient les transcriptions des interrogatoires de 2 survivants, le Staff Sergeant Henry Hank Purvis et le First Lieutenant Lionel Hines. Leurs témoignages, enregistrés séparément le 13 janvier 1945, décrivaient des événements si troublants que les officiers d'évaluation les classèrent comme hallucinations dues au traumatisme. Les 2 hommes furent diagnostiqués comme souffrant de fatigue de combat et traités au pentotal sodique et par électrochoc dans une installation psychiatrique militaire, près de Londres. Ce qui suit est une reconstitution basée sur ces transcriptions, complétée par des notes de terrain de l'officier du renseignement de la Wehrmacht, le Hauptmann Klaus Weidenfeld, retrouvé dans un bunker près de Foy, en Belgique, en 1947. Weidenfeld avait été chargé d'enquêter sur des rapports anormaux en provenance de la 2e Panzerdivision SS, des soldats qui refusaient de rester morts dans un secteur isolé des Ardennes. Les récits convergent vers une chapelle oubliée, située 3 km au nord-est d'Estonia. L'histoire locale indiquait que la structure de pierre précédait le christianisme, ayant été bâtie sur un site où d'anciennes tribus pratiquaient autrefois des sacrifices au solstice. Les Allemands l'évitaient. Les villageois belges se signaient en parlant. Les cartographes militaires avaient par erreur baptisé l'endroit « Chapelle de Struve », après avoir mal interprété une désignation locale. Stride Cruising, c'est-à-dire le carrefour du combat. La signification réelle du nom s'était perdue avec le temps, mais les plus vieux habitants du hameau voisin de Ufelis avaient mis en garde. Les équipes américaines, la forêt entourant la chapelle dévorait le temps. Leurs avertissements furent rejetés comme superstitieux. Le document de renseignement nota pourtant un élément constant dans chaque récit. L'arrêt inexplicable de montres et chronomètres, exactement à 23h37. Chaque soldat ayant signalé ce phénomène disparut dans les 48 heures. Ceux qui survécurent décrivirent la même entité, ni tout à fait humaine, ni tout à fait spectrale, que les locaux appelaient Deurer, Notre Seigneur. Le récit suivant a été jugé dangereux sur le plan psychologique pour le personnel militaire. En aucun cas il ne doit être partagé avec des soldats d'actifs déployés en zone de conflit. Le département de la Défense maintient que les événements décrits n'ont jamais eu lieu, malgré 3 enquêtes distinctes de l'OTAN entre 1982 et 2011 portant sur des anomalies temporelles inexpliquées dans les coordonnées désignées des Ardennes belges. Ceci est l'histoire d'hommes prisonniers d'une bataille qui refusait de finir, d'une guerre qui dévorait le temps lui-même. Le C-47 tanguait dans le ciel noir de décembre au-dessus de la Belgique. À l'intérieur du fuselage, 23 hommes du 3e peloton de la Dog Company vérifiaient leur équipement sous la lueur rougeâtre des lampes de cabine. Le Staff Sergeant Hank Purvis se tortilla sous le poids de son parachute T5 et de sa charge de combat. L'appareil fut secoué brutalement lorsque la DCA explosa autour d'eux, les déflagrations vibrant à travers la peau d'aluminium de l'avion. « Debout !» hurla le 1er lieutenant Lionel Hines, couvrant le grondement des moteurs. Les hommes se levèrent d'un seul mouvement, accrochant leurs mousquetons à la ligne statique. « Accrochez ! Vérification d'équipement. » Chaque soldat vérifia le parachutiste devant lui avec une précision ritualisée. Purvis, 6e dans la file, sentit le Private Doberman tapoter son parachute de réserve, puis son parachute principal. Plus loin, le rituel se poursuivit, fruit de décennies de mémoire musculaire. Les parachutistes sautaient de cette façon depuis que la 82e avait effectué
C'est largage de combat en Sicile. Décompte de vérification d'équipement. Aboya Heinz. Le compte débuta depuis l'arrière. 23, OK. 22, OK. Chaque numéro remontait la file jusqu'à Purvis. 6, OK. Cria-t-il en frappant l'épaule du caporal Merrick devant lui. La lumière rouge près de la porte de Sceaux s'illumina. Dehors, les traçantes lacéraient le ciel nocturne comme des aiguilles incandescentes, recousant l'obscurité. Le renseignement avait signalé une présence allemande minimale dans ce secteur, mais l'intensité de la DCA suggérait tout autre chose. 30 secondes. Cria le Jumpmaster. Le lieutenant Heinz tira de sa manche sa montre bracelet en cuir. Elle indiquait 23h07. Souvenez-vous, dit-il d'une voix tendue par le calme forcé du commandement. Ralliement à la chapelle marqué sur vos cartes. Silence radio jusqu'à assemblage. La lumière rouge passa au vert. Go, go, go. La file se déversa dans le vide, hurlant. Purvis fut projeté en avant, happé par le vent relatif comme par un coup de poing. Sa ligne statique se tendit, déployant son parachute dans un claquement violent, qui fit vibrer ses dents. Autour de lui, des coupoles blanches fleurissaient dans la nuit, faiblement illuminées par les éclairs d'artillerie lointaine. La descente était anormalement silencieuse. Aucun tir dirigé vers les parachutistes, aucune voix d'autres sauteurs. Seulement le murmure du vent dans les suspentes et le grondement lointain de la bataille, des kilomètres plus loin. Purvis scruta le paysage sombre en dessous, cherchant la clairière près du point de ralliement. Quelque chose n'allait pas dans le timing. Les fermes et les routes n'étaient pas là où les renseignements les avaient placés. À la place d'un terrain ouvert, une forêt dense s'étendait à perte de vue. Purvis consulta sa boussole, dont le cadran luminescent indiquait qu'il dérivait vers le nord-est, s'éloignant encore de leur objectif. Il traversa brutalement des branches de pin, et son parachute s'emmêla dans la canopée. Suspendu à 2,5 mètres au-dessus du sol forestier, il dégaina son couteau de tranchée et se libéra en coupant les suspentes, tombant dans la neige dans un bruit étouffé. La neige amortit la chute, mais une douleur fulgurante remonta le long de sa cheville gauche. Pas cassée, estima-t-il, mais sévèrement foulée. Purvis enterra son parachute et s'orienta grâce à sa carte et sa boussole. Selon les coordonnées, la chapelle de Struve devait se trouver à un demi-kilomètre au nord-ouest. Il consulta sa montre. 23 hours, 29 minutes. Tout le saut, qui n'aurait dû prendre que quelques minutes, en avait inexplicablement consommé 22. Les bois demeuraient étrangement silencieux. Aucun cri lointain d'autres parachutistes. Aucun bruit de soldats assemblant leur équipement ou progressant dans les broussailles. Purvis décrocha sa carabine M1A1 et arma la culasse. Le cliquetis métallique profana le silence de la forêt comme un blasphème dans une église. Il se mit en route vers le nord-ouest, ménageant sa cheville blessée. La neige était tombée plus tôt dans la journée, immaculée, à l'exception d'une seule série d'empreintes de bottes allant dans la même direction. Il les suivit prudemment, reconnaissant la semelle caractéristique des bottes de saut identiques aux siennes. Après 15 minutes de progression, Purvis aperçut une lueur chaude entre les arbres. La chapelle de Struve émergea de l'obscurité, un bâtiment trapu en pierre, surmonté d'un clocher distordu, semblant se vriller selon un angle impossible contre le ciel nocturne. Ses proportions le troublèrent, sans qu'il puisse expliquer pourquoi, comme si la structure rejetait les lois normales de la géométrie. La porte en bois était entr'ouverte, laissant échapper un halo de lumière dorée sur la neige. Purvis s'approcha par le flanc, arme épaulée. Il glissa un œil par une fenêtre. À l'intérieur, le lieutenant Heinz était penché sur une carte étalée sur un autel ancien, tournant le dos à l'entrée. 13 autres hommes du peloton se tenaient autour de lampes à huile, vérifiant leurs armes ou soignant de légères blessures. Un soulagement submergea Purvis. Il avait retrouvé son unité. « Flash !» lança Purvis, en prononçant le mot de reconnaissance à travers l'embrasure de la porte. Arme toujours levée. « Thunder ?» répondit Heinz sans se retourner. Purvis entra, enveloppé par la chaleur après l'amertume glacée de l'extérieur. L'intérieur de la chapelle semblait plus petit que ne le laissait supposer l'extérieur.
avec des murs de pierre usée couverts d'iconographie délavée, ni pleinement chrétienne, ni totalement païenne, mais une inquiétante hybridation des deux. « Sergent Purvis, dit Heinz en levant enfin les yeux. Cela nous fait 15. » « Des nouvelles des autres ?» demanda Purvis en retirant son casque. « Portés disparus ou dispersés. On leur laisse jusqu'à minuit. » Heinz se tourna de nouveau vers la carte. « On est hors trajectoire. Complètement hors trajectoire. » Purvis le rejoignit devant l'hôtel. La zone de largage prévue était indiquée au crayon gras près de Bastogne. Leur position réelle se trouvait au moins 12 km au nord-est. « Comment est-ce possible, monsieur? Le pilote avait les bonnes coordonnées. » « Je me pose la même question. » répondit Heinz. Il indiqua des annotations forestières autour de la chapelle. « Toute cette zone ne correspond pas à nos renseignements. » Ces bois étaient censés être 2 fois moins étendus. Purvis consulta sa montre. 23h36. « Monsieur, mon chronomètre déraille. Quelle heure avez-vous » Heinz regarda la sienne et fronça les sourcils. « C'est étrange. La mienne s'est arrêtée. » Il tapota le cadran. Bloqué à 23h37. Une basse vibration émana des murs de la chapelle, remontant à travers la pierre, jusque dans la plante de leurs pieds. Dehors, le vent tomba d'un coup. Les lampes vacillèrent, leurs flammes s'étirant horizontalement, comme capturées par un courant d'air impossible. Toutes les montres de la chapelle, 15 montres au poignet de 15 soldats, s'immobilisèrent exactement à 23h37. Au loin, des tirs de mitrailleuses éclatèrent. L'intensité augmenta, marquée par le claquement distinct des MG-42, surnommés la scie d'Hitler, avec leur cadence cyclique de 1200 coups par minute. Le son était reconnaissable entre 1000 pour n'importe quel soldat allié qui les avait affrontés. « Position défensive » ordonna Heinz d'une voix maîtrisée malgré le chaos croissant. « Première escouade aux fenêtres nord. Deuxième escouade. Couvrez l'approche est. Purvis, prenez Merrick et Cole et sécurisez le clocher. Je veux des yeux dehors immédiatement. » Les hommes se mirent en mouvement avec une efficacité rodée. M1 et Thompsons prêts à faire feu. Le Private First Class Miller, opérateur radio du peloton, était penché sur son SCR-300, manivelle en main. « Communication coupée, monsieur. » lança Miller. Impossible de capter qui que ce soit sur n'importe quelle fréquence. Dehors, une fusée éclairante explosa au-dessus de la forêt, inondant les arbres d'une lumière blanche crue. À travers les fenêtres de la chapelle, Purvis aperçut des silhouettes se déplacer d'un couvert à l'autre, leurs casques distinctement allemands. « SS », murmura le caporal Jenkins depuis sa meurtrière. « Casque, tête de seau, pas la Wehrmacht. » Purvis monta l'escalier de bois déformé menant au clocher, Merrick et Cole derrière lui. Chaque marche gémit sous leur poids. Le bois semblait étrangement mou, presque organique. La tour s'élevait selon des angles qui défiaient l'équilibre intérieur, les parois se resserrant puis s'élargissant soudainement, comme si la structure avait été dessinée par quelqu'un n'ayant qu'une compréhension fragile de la géométrie euclidienne. La chambre des cloches offrait une vue dégagée à travers 4 ouvertures voûtées. Purvis sortit ses jumelles et balaya lentement le périmètre. Dans la lueur mourante de la fusée éclairante, il compta au moins 30 soldats allemands encerclant la chapelle à une centaine de mètres, prenant position derrière des arbres et dans de faibles dépressions du sol. « Panzer Grenadier » identifia Purvis en observant leur équipement et leur schéma de mouvement. « Formation d'assaut complète. Ils se préparent à attaquer. » Il déplaça son champ de vision vers le coin nord-est. Nid de MG-42 à 2 heures. Équipe de mortier en position à 11 heures. Cole, le tireur désigné du peloton, sortit son Springfield 03 équipé d'une lunette de précision de sa housse en toile. « Permission d'abattre l'équipe de mortier, sergent ?» « Négatif, » répondit Purvis. « Ne tirez que sur ordre du lieutenant Heinz. Ils sont plus nombreux, on doit... » L'obus de mortier frappa avant qu'il ne termine, explosant juste devant l'entrée principale de la chapelle. La déflagration secoua toute la structure, projetant un nuage de poussière ancienne entre les pierres usées. En dessous, des hommes criaient et se mettaient en position, conscients que l'assaut allait suivre.
Purvis se pencha par l'ouverture orientée au nord, observant l'avancée allemande. Quelque chose dans leur mouvement le dérangeait. Ils attaquaient avec l'assurance d'hommes qui avaient déjà mené exactement ce genre d'assaut, chaque soldat glissant à sa place avec une précision troublante. « Monsieur, Appela Purvis dans la cage d'escalier. ils exécutent une manœuvre de tenaille standard. Je suggère que nous... » Sa proposition mourut dans sa gorge lorsqu'il aperçut une silhouette immobile à la lisière de la forêt. Contrairement aux Allemands en mouvement, celle-ci restait parfaitement figée, observant la scène. Même à cette distance, Purvis vit qu'elle ne portait ni uniforme de la Wehrmacht, ni insigne SS. Sa silhouette semblait vibrer, comme vue à travers une brume de chaleur. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Méric, qui avait remarqué la même anomalie. La silhouette leva ce qui ressemblait à un bras. Le geste n'était pas agressif. Il semblait presque cérémoniel. Immédiatement, l'attaque allemande s'interrompit. Les mitrailleuses se turent. Les soldats figèrent leur avancée, suspendus en plein mouvement. Pendant 3 battements de cœur, le champ de bataille resta figé dans un silence absolu. Puis les Allemands reprirent leur progression. Mais quelque chose avait changé. Leur mouvement était désormais fluide, prédateur, plus coordonné que n'importe quelle unité d'élite que Purvis avait vue. Ils se mouvaient comme un seul organisme doté de 30 corps. « À couvert !» hurla Purvis, tirant Méric et Cole loin des ouvertures, alors qu'une pluie de balles éventrait la tour. Du bois éclatait tout autour d'eux. La cloche au-dessus d'eux, massive relique de fonte, vibrait sous chaque impact. En contrebas, des coups de feu éclatèrent tandis que les parachutistes ripostaient. « Position, feu contrôlé !» cria Heinz, imperturbable malgré le chaos. Un objet métallique heurta le sol derrière eux, une grenade à manche. « Grenade !» hurla quelqu'un. L'explosion secoua la nef. Des cris suivirent. Purvis dévala l'escalier en hélice, carabine en main. La scène qui l'attendait était un enfer. 2 hommes à terre. D'autres tiraient à travers les fenêtres, et la porte soufflait. « Ils savent exactement où nous sommes. » dit Heinz en voyant Purvis approcher. Du sang coulait sur son front depuis une entaille. Chaque tir est parfaitement ajusté. On dirait qu'ils ont déjà fait ça. À travers la fumée, Purvis vit le soldat Rodriguez tirer une rafale de Thompson depuis une meurtrière. Une balle le frappa net à la gorge. Il s'écroula, étranglé dans son propre sang. Le tireur allemand avait placé son tir à travers une ouverture à peine large comme un poing. « Ils veulent nous saigner. » comprit Purvis. Le flanc sud est à peine défendu. « Ils veulent nous forcer à battre en retraite là-bas. » approuva Heinz d'un ton sombre. « Parce que quelque chose nous y attend. » Un second obus de mortier éventra le mur ouest. Des blocs de pierre s'abattirent sur le caporal Wilson, écrasant tout son torse. Ses hurlements cessèrent net. L'odeur du cordite se mêlait à celle, métallique, du sang. « Replie vers la crypte !» ordonna Heinz. Il désigna une porte étroite derrière l'autel. « Miller, Jenkins, Ramirez, fût de couverture. Les autres, bougez !» Purvis aida un soldat blessé à franchir la vieille porte, tandis que des balles ricochaient sur la pierre. Au-delà s'ouvrait un escalier descendant, ses marches creusées par les siècles. Des lampes à huile brûlaient déjà le long des murs. Pourtant, personne n'était encore descendu les allumer. Les hommes se regroupèrent dans une chambre circulaire sous la chapelle. Ils n'étaient plus que 11, sur 15 quelques minutes auparavant. Les blessés furent allongés contre les parois. Les autres établirent une ligne défensive face à l'escalier. Alors que les tirs continuaient au-dessus d'eux, le regard de Purvis fut attiré vers le centre de la pièce. Une étrange table circulaire en pierre, dont la surface était gravée d'un motif complexe, semblable à une horloge. Mais ce n'en était pas une. Des anneaux imbriqués, marqués de symboles qui n'étaient pas des chiffres, semblaient pouvoir tourner indépendamment. Dans le sol, tout autour de la table, des canaux sculptés convergeaient vers elle, tachés d'une matière assombrie, peut-être du vin, accumulé au fil des siècles, ou peut-être autre chose. « Monsieur, » dit Purvis doucement à Heinz. « Regardez votre montre. » Chaque montre indiquait toujours 23h37. On doit continuer d'avancer.
dit Heinz en examinant la maçonnerie antique. Il doit y avoir une autre sortie. Le caporal Merrick observait sa montre avec agitation. Monsieur, c'est impossible. Je l'ai remontée ce matin. Dit Merrick en tapotant la vitre de sa montre. C'est une Hamilton, modèle de dotation de l'armée. Elle ne s'arrête pas comme ça. Elles se sont toutes arrêtées. Fit remarquer le soldat Cole. Et exactement au même moment. Au-dessus d'eux, les tirs s'étaient tus, remplacés par un bruit plus inquiétant encore, le martèlement méthodique de bottes allemandes sur la pierre. L'ennemi fouillait désormais la chapelle, pièce par pièce. Ils ne tardèrent pas à découvrir l'entrée de la crypte. Éparpillez-vous. Ordonna calmement Heinz. Cherchez un passage, n'importe quelle sortie. Et pour l'amour de Dieu, silence. Les hommes inspectèrent la chambre circulaire, éclairée par la lueur tremblotante de lampes à huile qui projetaient de longues ombres mouvantes sur les murs sculptés. La pierre était gravée d'inscriptions dans une langue que Purvis ne reconnaissait pas. Ni latin, ni allemand, ni rien qu'il eût étudié à Columbia avant la guerre. Le PFC Miller était agenouillé près d'un soldat blessé, la jambe déchiquetée par des éclats. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il appliquait de la poudre de sulfa, puis bandait la plaie avec des gestes rapides et précis. « Il ne tiendra pas si on ne l'emmène pas à un poste de secours. » murmura Miller à Purvis. Le blessé, Private Dixon, 20 ans, originaire du Nebraska, fixait le plafond, les pupilles dilatées, sa respiration courte et saccadée. « Choc, diagnostiqua Purvis. Surélève ses jambes. Garde-le au chaud. » Miller posa sa veste de campagne sur Dixon, tandis que Purvis poursuivait son inspection de la crypte. Au centre, la mystérieuse table circulaire dominait la pièce, gravée d'anneaux concentriques qui semblaient changer légèrement de forme selon l'angle de vue. Plus il les observait, plus une pression étrange lui martelait l'arrière du crâne. « Sergent Purvis !» appela doucement le soldat Ramirez depuis l'autre côté de la salle. « J'ai trouvé quelque chose. » Ramirez se tenait devant un pan de mur dont le mortier ancien avait cédé, révélant un passage étroit derrière la pierre écroulée. Un souffle d'air froid en sortait, chargé d'une odeur de terre et de quelque chose d'autre. Un relent métallique. « Monsieur !» lança Purvis. « Route d'exfiltration possible. » Heinz les rejoignit et braqua sa lampe dans l'ouverture sombre. Le faisceau révéla des parois taillées grossièrement, plongeant plus loin que la lumière ne portait. Peut-être un réseau de catacombes, supposa Heinz. Les vieilles églises européennes en ont souvent. Il se tourna vers les hommes, prêts à organiser leur retraite, blessés en premier. Au-dessus de leur tête, les voix allemandes se rapprochaient. On entendait des ordres aboyés, des meubles déplacés. « Ils cherchent l'entrée », traduisit le caporal Jenkins, son allemand correct après 3 semestres à Princeton. « Ils parlent de la trouver avant que ça recommence. » « Avant quoi que ça recommence ?» demanda Merrick. « Silence !» ordonna Heinz. Un bruit sourd retentit juste au-dessus d'eux. Les hommes se figèrent, armes braquées sur l'escalier. Pendant 30 secondes, pas un souffle. Puis le son redouté monta de l'obscurité. Des bottes descendaient lentement les marches anciennes. « Ramirez, Cole. Tir de couverture. » souffla Heinz. « Les autres, dans le passage. VITE. » Miller et un autre soldat hissèrent Dixon, qui mordit dans une courroie de cuir pour étouffer ses cris, tandis qu'on l'entraînait vers l'ouverture. Sa peau devenait grise. Il n'en avait plus pour longtemps. Une grenade à manche rebondit sur les marches, dégringola et roula au centre de la pièce. « Grenade !» cria Purvis. « Aucun abri, aucune chance !» Le Private Cole, 19 ans, Tallahassee, se jeta dessus sans hésiter. L'explosion le projeta du sol dans un souffle sanglant. Son corps encaissa l'intégralité de l'onde meurtrière. Son sacrifice fut immédiat, total, honoré seulement par un bref signe de tête, le seul hommage possible en pleine retraite. Les survivants continuèrent d'évacuer faute de mieux. Le premier Allemand apparut dans l'escalier, un officier SS, au vu de ses insignes. Ramirez l'abattit d'une rafale nette de Thompson. 2 autres suivirent, tirant leur MP40 depuis la hanche. Les balles ricochèrent sur la pierre antique dans une pluie de poussière. Purvis repoussa les derniers hommes dans le passage avant de se retourner pour faire feu. Sa carabine M1A1 abattit un autre Allemand, mais il continuait d'avancer,
insensibles aux pertes. Ils se battaient avec la froide détermination de posséder. « Purvis maintenant !» hurla Heinz depuis le couloir. Alors qu'il se retournait, une balle l'atteignit à l'épaule gauche. Le choc le projeta contre la pierre. Son casque sauta. Il chancela mais resta debout, puis plongea dans le passage, couvert par Heinz et Ramirez. « Avancez, avancez !» ordonna Heinz en l'entraînant dans les ténèbres. Ils progressaient en file indienne, le tunnel se resserrant autour d'eux. On se passait Dixon de bras en bras, ses gémissements résonnant dans la pierre. L'air devint plus froid, plus humide. De petites flaques se formaient sur le sol, parfumées de minéraux et de pourriture. Au bout d'environ 50 mètres, le tunnel déboucha dans une seconde chambre, plus petite que la crypte, mais marquée par un détail salvateur. Un mince rayon de lune tombait d'une ouverture au plafond, éclairant une échelle de fer rouillée qui montait vers la surface. « Point de sortie. » souffla Heinz. Miller, en tête. Vérifiez ce qu'il y a là-haut. Le radio accrocha son SCR-300 dans son dos et grimpa maladroitement les barreaux, avant de pousser contre ce qui semblait être une trappe métallique. Elle finit par céder dans un grincement atroce qui fit grimacer tous les hommes. « C'est dégagé !» lança Miller depuis le sommet, sa voix étouffée. On est dans les bois, à environ 200 yards de la chapelle. Un à un, les hommes montèrent à l'échelle. Il n'était plus que 9 survivants, dont Dixon, grièvement blessé. Purvis passa en dernier malgré sa blessure à l'épaule, qui brûlait comme un morceau de métal chauffé à blanc, logé dans sa chair. Derrière eux, des voix allemandes résonnaient déjà dans le tunnel. Ils arrivaient. Purvis émergea dans une petite clairière entourée d'une forêt sombre et dense. La lune, ronde et immobile, suspendue au ciel, baignait le paysage d'un éclat argenté irréel. Les hommes se regroupèrent autour du lieutenant Heinz, en attente d'ordre. « Quelle direction maintenant, monsieur ?» demanda Jenkins. Heinz déplia sa carte, l'orientation rendue difficile par leur point de sortie inattendu. « Point de ralliement Baker, 3 kilomètres au sud-ouest. » décida-t-il. « On essaie de retrouver d'autres survivants. » Purvis consulta sa montre par réflexe. 23h37, comme toujours. Il serre les dents. Il regarda Dixon, dont la respiration devenait irrégulière. « Lieutenant, on doit bouger vite. Dixon ne tiendra pas. » Heinz hocha la tête. « Contrôle armes, compte de munitions. On part dans 30 secondes. » De la chapelle, dont on apercevait désormais la silhouette sombre à travers les arbres, retentit soudain un son qui figea chaque homme. La cloche. Elle sonna une seule fois, une note profonde suspendue dans l'air glacial. Puis, un silence absolu, trop absolu, plus un souffle de vent, plus un bruit d'artillerie lointaine. Même les Allemands les poursuivant semblaient s'être tus. « Formation !» ordonna Heinz. « Formation en diamant. Miller et Jenkins en pointe. Merrick et Ramirez couvrent l'arrière. Les autres protègent les blessés. » Ils avancèrent dans la forêt avec la prudence méthodique de vétérans du combat. Chacun surveillait sa zone de tir. Chaque ombre pouvait cacher une menace. Dixon était soutenu entre 2 hommes, à moitié conscient. Purvis tenait toujours sa carabine d'une seule main. Son épaule blessée pulsait de douleur à chaque pas. La lune projetait des ombres trompeuses. Des troncs couchés semblaient des silhouettes accroupies. Des branches devenaient des bras qui se tendaient. Après 10 minutes de progression, ils atteignirent une petite clairière traversée par un chemin de terre étroit, une piste forestière, à peine assez large pour un véhicule. « Halte !» souffla Heinz en faisant signe d'arrêter. Il se baissa près de Purvis. « Il faut s'occuper de cette blessure, sergent. » Purvis serra les dents, tandis que Heinz coupait sa veste imbibée de sang au couteau de tranchée. La balle était ressortie proprement, sans toucher l'os, mais la plaie était large. « Vous avez de la chance, » dit Heinz en appliquant de la poudre de sulfa et un bandage compressif. 1 centimètre plus bas et votre omoplate volait en éclats. « Chance !» répéta Purvis d'un ton amer. Rien, absolument rien dans leur situation n'avait un goût de chance. Pendant que Heinz bandait l'épaule, Jenkins revint très vite de son poste d'éclaireur. « Monsieur, il y a quelque chose d'étrange avec cette route. »
Elle n'est pas sur nos cartes. répondit Heinz. Peut-être récente, travaux forestiers ou... Non, monsieur, pas ça. Jenkins semblait chercher ses mots. Cette route est... bizarre. J'ai marché 20 mètres dans chaque direction. Elle tourne exactement de la même façon des deux côtés. Heinz fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire, caporal? Je crois que c'est un cercle, monsieur. Un cercle parfait. Un bruit de moteur au loin coupa court à l'échange. Le grondement caractéristique d'un véhicule de patrouille allemand, venant de l'Est. Couverture! Ordonna Heinz. Les hommes se plaquèrent dans les fourrés. Armes levées, souffle retenu, le véhicule surgit, phare réduits en fente. Une Kübelwagen, l'équivalent allemand du Jeep. 4 soldats à bord. Un officier à l'avant, scrutant la forêt aux jumelles. Ne tirez que si on est engagé. Murmura Heinz. Laissez-les passer. La Kübelwagen roula lentement devant eux, à quelques mètres seulement. Purvis aperçut la buée sur le pare-brise et le givre au bord des jantes. Personne ne bougea. Être repéré signifiait la mort, surtout pour Dixon. Le véhicule disparut dans le virage. Les hommes relâchèrent un souffle, puis se figèrent. La même Kübelwagen réapparut, à l'est, comme si elle n'était jamais passée. « C'est quoi ce bordel ?» souffla Ramirez. « Personne ne bouge. » ordonna Heinz, d'une voix tendue. À nouveau, le même véhicule roula devant eux. Même officier, même soldat, même éraflure sur le pare-choc, même numéro de plaque, WH303882. Elle disparut, puis réapparut encore. « 3e passage, chuchota Miller. Exactement le même. » Purvis observa attentivement cette fois. Il nota un détail, un minuscule détail. Le conducteur regardait sa montre. À chaque passage. « Lieutenant, murmura Purvis d'une voix rauque. Leurs montres, elles ne sont pas bloquées. » Heinz comprit immédiatement. Ses yeux se plissèrent. « On doit en capturer un. » « Monsieur ?» dit Jenkins, surpris. « Au prochain passage. » répondit Heinz. « On prend le véhicule, on fait des prisonniers. Et on trouve un médecin pour Dixon. » Heinz exposa son plan avec une précision rapide. « Purvis, Ramirez, Miller. Faites un piège ici. » Il désigna un endroit étroit où la route passait entre 2 grands arbres. Les autres, prêts à intervenir immédiatement. Ils se mirent à l'œuvre sans perdre une seconde, abattant un jeune pin et le plaçant en travers de la route à la hauteur parfaite pour arrêter le véhicule sans tuer ses occupants. Purvis se positionna derrière un chêne massif, ignorant la brûlure de son épaule tandis qu'il armait son arme. Le bruit du moteur approcha de nouveau. Même véhicule, même soldat. La Kübelwagen prit le virage, et le conducteur aperçut l'obstacle sur la route. « Achtung !» criait-il en écrasant les freins. Le véhicule dérapa et s'immobilisa. Un coup de sifflet de Heinz fendit l'air, signal d'attaque. 8 parachutistes américains surgirent des ténèbres, armes pointées sur les Allemands stupéfaits. « Handoch !» cria Heinz. « Les mains en l'air !» Les Allemands obéirent, sauf l'officier, qui tenta de dégainer son pistolet. Un seul coup de feu claqua, crac. Merrick l'abattit proprement d'une balle dans la tête. L'officier s'affaissa, un trou net entre les yeux. « Raus, raus !» ordonna Heinz dans un allemand approximatif en pointant son Thompson. Les Allemands survivants sortirent du véhicule, mains levées. Leur visage exprimait plus que de la peur, un effroi existentiel, comme s'ils venaient d'assister à quelque chose d'inexplicable. « Fouillez-les !» ordonna Heinz. Purvis s'approcha du conducteur, un jeune soldat blond aux mains tremblantes. Les yeux du prisonnier s'écarquillèrent lorsqu'il aperçut l'insigne de Purvis. « Ich kenn dich » murmura le soldat. « Je te connais. »« Ferme-la » répondit Purvis en le fouillant. « Je t'ai déjà tué » continua le soldat en anglais haché. « Hier, à la mitrailleuse, je vous ai tous tués » Les mots traversèrent Purvis comme un courant glacé. Il attrapa le poignet du soldat et vérifia sa montre. 23 hours 58 minutes. « Lieutenant » appela Purvis. « Leur temps est différent. » Heinz examina les montres des autres Allemands. Toutes affichaient une heure comprise entre 23h50 et minuit. Toutes fonctionnaient. « Qu'est-ce que ça veut dire » demanda Ramirez. Avant que Heinz ne réponde,
Un son les figea tous. La cloche de la chapelle. Une seule note, lointaine, mais assourdissante. Les prisonniers allemands explosèrent de terreur. Et beginnt wieder! Hurla l'un d'eux. Ça recommence! Le conducteur tomba à genoux, agrippa le harnais de combat de Purvis. Tue-moi, supplia-t-il. Maintenant, ne me laisse pas y retourner, pas encore. Bite! Les bois se transformèrent en soudain. La lumière lunaire devint aveuglante. L'air devint épais, pesant, comme si chaque mouvement se faisait dans de la mélasse invisible. « Qu'est-ce qui se passe ?» cria Miller, mais sa voix paraissait étirée, ralentie. Purvis sentit un tiraillement dans son ventre, une sensation d'être attiré en arrière, alors qu'il était encore debout. Les arbres commencèrent à se déformer, leurs contours devenant flous, étirés, comme des peintures qui coulent sous la pluie. « Dans le véhicule !» ordonna Heinz, mais sa phrase se ralentit en cours de route, comme une bande sonore qui se déforme. Le soldat allemand rit hystériquement. « Ça ne changera rien, » dit-il. « Rien n'aide. On revient toujours. On vous retrouve toujours. On vous tue toujours. Puis ça recommence. » Quoi? Qu'est-ce qui recommence? Hurla Purvis en l'attrapant par le col. « Die Schleife !» murmura l'Allemand. La boucle temporelle. De 23h37 à minuit. Encore et encore. Un son aigu vrilla l'air, une fréquence qui fit hurler leurs nerfs. Les prisonniers allemands se jetèrent au sol, main sur la tête, un réflexe de survie. Dixon, jusque-là inconscient, convulsa soudain entre les bras de ses porteurs. Ses yeux s'ouvrirent, vitreux, mais lucides. « Je l'entends, » dit-il d'une voix calme. « L'heure, Seigneur. » Elle choisit les nouveaux. « Qu'est-ce que tu racontes, Dixon ?» cria Purvis. « Certains se souviendront la prochaine fois, » dit Dixon. « Certains se souviennent déjà. » Autour d'eux, le monde se repliait sur lui-même. La route, la clairière, la forêt, la chapelle au loin. Tout se courbait, aspiré vers un centre invisible. L'espace se pliait comme une feuille écrasée dans un point géant. La dernière chose que Purvis vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut le cadran de sa montre. Les aiguilles tournaient à l'envers, à une vitesse impossible. Purvis se réveilla en sursaut, la main déjà sur son arme. « Doucement, sergent. On est du même côté. » Le lieutenant Heinz était accroupi à côté de lui, son visage baigné par la lueur rouge des lampes de cabine. Autour d'eux, 21 hommes vérifiaient leur équipement, ajustaient leur harnais, se préparaient. Ils étaient dans le C-47. « 30 secondes !» cria le Jumpmaster au-dessus du vacarme des moteurs. Purvis tourna la tête vers Heinz, les yeux écarquillés, incrédule, terrifié. Il avait déjà vécu ce moment. Le lieutenant hocha la tête sombrement. Lui aussi se souvenait. « Reste près de moi après le saut, » murmura Heinz. « On doit trouver une autre voie. » La lumière rouge passa au vert. « Go, go, go !» Purvis se lança vers la porte, mais cette fois, son esprit n'était pas vide, ni soumis à la routine du combat. Il savait. Le même saut, la même mission, le même froid mordant, la même nuit noire des Ardennes. Sauf que cette fois, il n'était plus ignorant. Il atterrit, amortissant sa chute et protégeant sa cheville. Il savait comment éviter la blessure. Il récupéra son parachute, le dissimula et consulta sa montre. 23 hours, 14 minutes. Ils avaient 23 minutes avant 23h37. 23 minutes pour changer leur destin. Un mouvement dans la pénombre attira son attention. Le caporal Merrick approchait entre les pins, l'air aussi perdu que lui. « Sergent » murmura Merrick. « Vous vous souvenez ?» La chapelle, la crypte, la route que... confirma Purvis. Et la patrouille allemande. Combien d'autres se rappellent? Je ne sais pas encore, répondit Merrick. Le lieutenant Heinz, ça c'est sûr. Ils retrouvèrent 5 autres parachutistes, tous désorientés, tous avec des souvenirs fragmentés de choses qui n'étaient pas encore arrivées, ou qui étaient déjà arrivées. Chacun se rappelait des morceaux différents de la boucle précédente. Jenkins se souvenait du tunnel sous la chapelle, mais pas de la patrouille. Rodriguez se souvenait très bien de s'être fait tirer dans la gorge. Il gardait d'ailleurs la main posée sur sa trachée,
comme par réflexe. Quand ils retrouvèrent enfin Heinz, celui-ci donna des instructions claires. On regroupe tout le monde et on évite la chapelle. Miller, contact radio. L'opérateur SCR-300 essaya plusieurs fréquences. Négatif, monsieur, comme avant. Rien que des parasites. Plus loin dans la forêt, des tirs sporadiques éclataient. D'autres groupes de parachutistes tombaient sur des patrouilles allemandes. Heinz déplia sa carte, fit son choix. Cap au sud. Une ferme à 3 km. On s'y retranche et on attend le jour. Ils avancèrent en formation, alerte. Il n'était moins que 11 au lieu de 23. Ceux qui se souvenaient prévenaient les autres. Pas de crypte. Pas de route circulaire. Pas de patrouille à capturer, Alors quoi? dit Cole. On est coincé dans une putain de boucle temporelle? Un truc comme ça. Admit Purvis. Les Allemands l'appelèrent la boucle. De 23h37 à minuit. Toutes les nuits. Et on est censé l'accepter? Grogna Cole. C'est quoi ça? Une version démoniaque du jour sans fin? T'as une meilleure explication, soldat? Trancha Heinz. On se concentre sur la survie. Les théories, plus tard. Une brume basse commença alors à se lever dans la forêt. Elle glissa au sol, froide et épaisse, comme des doigts pâles s'enroulant autour de leurs jambes. La température chuta brutalement. Leur souffle se changea en cristaux, Quelqu'un d'autre a remarqué? dit Jenkins après 20 minutes. On n'avance pas. Ces arbres, je les ai déjà vus. Heinz s'arrêta, sortit sa boussole. L'aiguille tournait lentement, sans jamais s'arrêter, Navigation compromise. dit-il. On continue au jugé. Gardez la lune sur la droite. Mais la lune changea de place. Ils marchaient sud-ouest, et soudain, elle apparut devant eux, puis à gauche, puis derrière. La brume s'épaissit encore. La visibilité tomba à 10 mètres. Purvis consulta sa montre. 23 hours, 31 minutes. 6 minutes restantes. En avant. Vitesse double. Faut sortir de cette forêt. Ils accélérèrent, branches gelées, neige crissante, souffle court, jusqu'à ce que la brume se déchire un instant. Et ils la virent, la chapelle de Struve. Encore, Impossible. souffla Heinz. On s'en éloigne depuis 20 minutes. Elle était pourtant là, exactement la même. Son clocher torsadé découpé dans la nuit. De la lumière dorée s'échappait encore de la porte entr'ouverte, Elle nous attire. dit Purvis. Peu importe la direction qu'on prend. On finit ici. Qu'est-ce qu'on fait, lieutenant? demanda Miller, épuisé. Heinz observa la bâtisse, analysant son approche comme on évalue un objectif ennemi. Si on ne peut pas l'éviter, on la sécurise. Position différente. Tactique différente. Monsieur, Dit Purvis. avec tout le respect, refaire la même chose en variant les angles ne suffira pas. On doit comprendre ce qu'on affronte. Le seigneur de l'heure. Dit soudain Dixon. Tous se tournèrent vers lui. Ses yeux étaient vitreux, lointains. Il contrôle le temps ici. Depuis des siècles. Dixon? Heinz s'approcha. Comment tu sais ça? Je l'entends Répondit Dixon calmement. dans ma tête, depuis la dernière boucle. C'est quoi? Demanda Purvis. Une arme allemande? Une expérience? Non, Dit Dixon en esquissant un sourire vide. bien plus ancien, plus vieux que la chapelle construite pour le retenir. Il se nourrit de répétitions. Les mêmes morts, les mêmes combats, encore et encore. Les moments parfaits de guerre, conservés comme des insectes dans l'ambre. Les hommes échangèrent des regards lourds et inquiets. Dixon avait toujours été un garçon de ferme taciturne du Nebraska, peu enclin aux réflexions philosophiques ou aux considérations historiques. Comment on l'arrête? Demanda Heinz directement. On ne l'arrête pas. Répondit Dixon. On ne peut que changer sa place dans le motif, devenir l'observateur au lieu d'être observé. Purvis consulta sa montre. 23 hours, 36 minutes. 1 minute. Prévint-il. Autour d'eux, la forêt commença à vibrer à une fréquence à peine audible, plus sentie qu'entendue. Une résonance souterraine, comme si quelque chose d'immense respirait sous la chapelle. La brume se mit à tourner comme un fluide vivant, traçant des spirales qui convergeaient vers la vieille construction de pierre. Position défensive. Ordonna Heinz. Mais restez dehors. Personne n'entre dans la chapelle.
Les hommes se dispersèrent parmi les arbres, fusils braqués, silhouettes tendues vers l'ennemi invisible. Au loin, des voix allemandes se rapprochaient, plusieurs unités, venant de plusieurs directions. La montre de Purvis atteignit 23h37 et s'arrêta. Depuis le clocher de la chapelle, une unique note grave tomba comme un coup de massue. La cloche. Encore. Une seule fois. L'heure venait de commencer. Ils étaient prêts cette fois. Les balles allemandes hurlèrent entre les sapins, arrachant des écorces et faisant pleuvoir des aiguilles comme une neige de verre. Les Américains ripostèrent depuis leur position camouflée. Une cadence parfaite, une feu discipliné. Cette fois, c'était eux qui avaient choisi le terrain. « Économisez les munitions », cria Heinz. « Tir précis uniquement. » Purvis appuya sa carabine sur un tronc couché, aligna une mitrailleuse MG42 dont les éclairs trahissaient à la position. 2 tirs secs. Crac, crac. Silence côté allemand. Ces années d'entraînement parlaient, mais quelque chose clochait. Les Allemands n'avançaient pas. Ils restaient à distance, tirant juste ce qu'il fallait pour les canaliser, pas pour les détruire. Ils nous guident encore, comprit Purvis. Il rampa jusqu'à Heinz. Nouvelle tactique, même stratégie. Heinz hocha la tête. Ils veulent nous pousser vers l'entrée arrière de la chapelle. Entre 2 salves allemandes, Purvis aperçut quelque chose qui n'était pas humain. Une silhouette plus sombre que la nuit, immobile, absorbant la lumière au lieu de la refléter. Trop grande, trop immobile, trop silencieuse. « Monsieur, 11 heures. » Purvis désigna la présence. « L'observateur. » Heinz leva ses jumelles. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Avant qu'ils puissent échanger davantage, des obus de mortier explosèrent à l'est, découpant toute retraite dans cette direction. Ils n'avaient plus de choix. L'ennemi les acculait exactement comme la dernière fois. « Nouveau plan », annonça Heinz sans hésiter. « On fait l'inattendu. On traverse la chapelle. On sort par l'avant. On prend leur flanc par l'ouest. » Des signes de main confirmèrent l'ordre. Les hommes reculèrent en tir décroché, progressant méthodiquement sous couverture mutuelle. « Ils vont nous attendre à l'entrée, » dit Purvis. « Méric, Rodriguez, grenade dans les fenêtres arrière. Ensuite on perce. » 2 grenades volèrent. Boum, pulvérisant les vieux vitraux dans une pluie de verre coloré. Heinz passa en premier, Thompson à l'épaule. Les autres suivirent, se déployant en éventail dans la nef. Et là, ils s'arrêtèrent. La chapelle était vide, aucun Allemand, aucune trace de la précédente bataille. Pas de sang, pas d'impact de balles, rien. Comme si tout avait été effacé. « Ratissez la nef. Sécurisez la sortie. » ordonna Heinz. Purvis avança lentement. Ce lieu était mauvais, pas juste ancien, pas juste sombre, hostile. Même le bruit de leurs bottes semblait étouffé, aucun écho, comme si la pierre absorbait le son. « Lieutenant » appela une voix derrière eux. C'était Dixon, debout devant l'autel, swaying, comme ivre, ou possédé. « Il attend. »« Quoi attend ?» demanda Heinz en approchant. « L'observateur. Le seigneur de l'heure, dit Dixon. Il veut parler à ceux qui se souviennent. » Purvis échangea un regard avec Heinz. Le regard d'un soldat qui sait que la logique vient de quitter la pièce. « Dites-lui qu'on n'est pas intéressé, » répondit Heinz sèchement. « On va briser cette boucle et rentrer. » Dixon secoua la tête, lentement. Il dit qu'il n'y a que 2 issues. Faire partie du motif pour toujours, ou devenir l'observateur. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» gronda Purvis. Les yeux de Dixon roulèrent vers l'arrière, ne laissant voir que le blanc. Quand il parla, sa voix était déformée, résonnant depuis plusieurs endroits à la fois dans la chapelle. Le temps est circulaire ici. Une bataille antique rejouée à l'infini. Américains, Allemands, avant eux, Prussiens contre Napoléoniens. Avant encore, d'autres peuples sans nom. Le seigneur de l'heure préserve le moment parfait du conflit. Il se nourrit de la répétition, des morts répétées, de la violence sans fin. L'air à l'intérieur de la chapelle se fit plus dense,
presque solide, une pression sourde s'écrasant contre les tympans et les sinus. Les murs de pierre semblèrent se contracter, puis se dilater, comme si le bâtiment respirait. « Quelqu'un observe toujours » continua Dixon, son corps rigide, comme s'il servait de canal à une volonté étrangère. « Quelqu'un se souvient toujours. Les autres ne sont que des pièces sur le plateau. » Au dehors, les tirs allemands cessèrent brusquement. Quelque chose approchait de la chapelle. Plusieurs choses. Et elles avançaient avec une synchronisation inhumaine. « Position défensive », ordonna Heinz. Les hommes se mirent à couvert derrière des colonnes, des bancs renversés, tout ce qu'ils purent trouver. Les portes principales s'ouvrirent toutes seules. Des soldats allemands entrèrent. Mais il y avait un problème. Leurs mouvements étaient trop raides, trop mécaniques. Leurs yeux, vides. Derrière eux entrèrent des Américains en uniforme de parachutistes. Des hommes qu'ils reconnaissaient. Des hommes morts dans les boucles précédentes. « Mon Dieu !» souffla le caporal Jenkins. « C'est nous, ceux qui sont morts avant. » Les morts marchaient, Allemands et Américains, côte à côte, sans hostilité, encerclant lentement la chapelle de l'intérieur. Puis il entra. L'observateur. Il était maintenant visible dans toute son horreur. Son uniforme était une chimère impossible. Plaques d'armure anciennes imbriquées dans du tissu militaire moderne. Côtes de mailles mêlées à des sangles tactiques et des poches à munitions. Il était vêtu comme un soldat de toutes les guerres à la fois. Son visage changeait sans cesse, glissant d'une forme à une autre, comme de l'argile vivante. Aucun trait n'était stable, mais ses yeux restaient constants. Des puits noirs sans fond, totalement vides de lumière. « Bienvenue dans la boucle profonde », dit-il, d'une voix à la fois jeune et antique. Vous avez démontré une remarquable adaptation. La plupart des pièces oublient entre les cycles. « Nous ne sommes pas tes pièces », déclara Heinz d'une voix glaciaire, son Thompson braqué sur la créature. « Vous vous trompez », répondit le seigneur de l'heure. « Je ne contrôle pas la boucle, je la préserve. » Cet endroit existe hors de votre guerre, hors de votre temps. Une poche d'éternité cyclique. « Comment on la brise ?» lança Purvis. « Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez que changer votre rôle. » Il désigna les morts animés qui les entouraient. « Ceux-ci sont les souvenus. Des échos de ceux qui sont morts ici, préservés dans une répétition parfaite. »« On peut les rejoindre ?» dit Heinz. « Ou bien quoi ?»« Ou bien l'un de vous prend ma place et devient le nouvel observateur. » Un éclair centenaire illumina la chapelle, projetant plusieurs ombres pour chaque homme, des ombres qui bougeaient indépendamment de leur corps. Sur l'autel, l'artefact temporel de la crypte était apparu. Ses anneaux de pierre tournaient en sens opposé, générant un mouvement hypnotique. « Vous avez jusqu'à minuit pour décider, » dit le seigneur de l'heure. « Quand la cloche sonnera, la boucle recommencera. Quelqu'un doit observer. Quelqu'un doit se souvenir. » « Et si on refuse ?» provoqua Purvis. Les traits changeants de la créature se figèrent un instant, prenant presque une forme humaine, marquée d'une lueur de pitié. « Alors vous ferez tous partie du motif, pour toujours. » Il se dissipa en brume. Restèrent les morts vacillants, alignés comme de sinistres statues, leurs plaies béantes toujours visibles. « Des options ?» dit Heinz en regroupant ses hommes derrière l'autel. « On trouve une autre sortie » proposa Ramirez. « Impossible » coupa Purvis. « On a déjà tout essayé dans la première boucle. Tous les chemins mènent ici. » Miller consulta sa montre. Plus que 20 minutes avant minuit. Un silence pesant tomba sur eux. Finalement, Jenkins parle. « Il faut que quelqu'un prenne sa place, pas vrai? Un de nous doit devenir l'observateur. » Personne ne répondit. Personne ne se porta volontaire. « Et si on détruisait la chapelle ?» proposa Cole. « La chose semble liée à cet endroit. » Heinz réfléchit. « Miller. Inventaire d'explosifs. » 4 grenades. Un peu de composition B du kit de Rodriguez. « Pas assez pour abattre un bâtiment en pierre. » dit Heinz. « La tour. » dit Purvis. « Tout commence avec la cloche. »
Si on détruit la source du signal, on brise peut-être le cycle. Heinz hocha la tête. Ça se tente. Cole, Rodriguez, chargez la tour. Charge minimale. Dégâts structurels maximum. Les deux hommes s'élancèrent avec les explosifs. Les autres établirent une ligne défensive. Les morts ne bougeaient pas. Ils regardaient. Ils attendaient. Purvis s'approcha de Dixon, isolé, murmurant toujours pour quelqu'un ou quelque chose, que seul ne voyait pas. Dixon, qu'est-ce qui arrive à celui qui prend la place du Seigneur de l'heure? Dixon tourna la tête, ses yeux vides. Il se souvient de tout, de chaque boucle, chaque mort, chaque redémarrage. Il devient le temps de cet endroit. Mais est-ce qu'on peut briser la boucle? Insista Purvis. Pas juste échanger les rôles. La briser vraiment. Les yeux de Dixon s'illuminèrent brièvement d'une conscience douloureuse. Le chronolithe, dit-il en désignant la chose sur l'autel. Il ne mesure pas le temps. Il le génère. Purvis examina l'artefact. Des anneaux de pierre incrustés d'argent, tournant avec une précision inhumaine. Des symboles pas tout à fait numériques, changeants et illisibles. Comment on l'arrête? Tu ne comprends pas, chuchota Dixon. Ce n'est pas une horloge, c'est une clé. La chapelle est une porte. Une vague glaciale parcourut Purvis. Une porte vers quoi? Dixon leva les yeux. Tout blanc, sa voix s'échappa comme venue du fond des âges. Vers la longue nuit. L'espace entre les instants, si le mécanisme s'arrête, si la boucle se brise... Dixon s'effondra avant de terminer sa phrase, et Purvis le rattrapa de justesse avant qu'il ne heurte la pierre glacée du sol. Le corps de Dixon convulsa une fois, puis devint rigide comme une statue. De ses lèvres entr'ouvertes jaillit une voix qui n'était pas la sienne. Une voix plus grave, résonnante, ancienne. « Choisissez vite, soldats, les observateurs ont faim. » Autour de la chapelle, les morts commencèrent à bouger. Lentement d'abord, puis avec une coordination inquiétante. Leur intention n'était plus passive. Leurs mains se tendaient vers les armes attachées à leur corps. « Chargez en place, monsieur !» cria Cole en redescendant de la tour avec Rodriguez. « Prêts à exploser sur votre ordre. » Heinz regroupa les hommes. « À mon signal, on déclenche les charges. Les autres, prêts à engager, puis replient vers le tunnel de la crypte. On sort pendant la confusion. » Les hommes prirent position. 8 Américains, encerclés par des dizaines de morts animés. Dixon, désormais méconnaissable, restait adossé à une colonne, figé, les yeux vides. Purvis consulta sa montre. 23 hours 57 minutes. 3 minutes restantes. Quelque chose cloche, murmura-t-il à Heinz. Dixon a dit que la boucle retenait quelque chose de pire encore. Et si la briser était justement ce qu'il ne faut pas faire? Le regard de Heinz se durcit. Vous avez mieux, sergent? Dans 3 minutes, soit on devient des pions définitifs de cette boucle malade, soit l'un de nous devient son nouveau gardien. Purvis observa le mécanisme temporel sur l'autel, ses anneaux tournant toujours comme un cœur cyclique. Et si il existait une troisième option? Dit-il soudain. Et si on changeait le motif sans casser la boucle? Une idée lui traversa l'esprit en observant les soldats allemands morts. Regardez leurs uniformes, monsieur. Différentes unités, différentes époques. Des Waffen-SS, de la Wehrmacht régulière, même plus anciens. Guerre franco-prussienne, peut-être. Et alors? Demanda Heinz. Ils sont tous morts en se battant. La boucle préserve le moment du combat. Et si on refusait le combat? Et si on se rendait? Heinz le fixa comme s'il venait de perdre la tête. Vous voulez qu'on se rende aux Allemands? Pas aux Allemands, ni aux morts. Purvis montre la chronolithe. Autant lui-même. Vous voulez briser la boucle avec la paix? Dit Heinz, stupéfait. C'est un pari suicidaire, Purvis. Avec tout le respect. Monsieur, pas plus que de faire exploser un clocher surnaturel. Autour d'eux, le cercle des morts se resserrait. Les armes se levaient, des deux côtés. Les soldats américains tombés dans les boucles précédentes se joignaient au siège. 1 minute, annonça Miller. Heinz prit sa décision. Cole, attendez pour la détonation. Tout le monde,
Baissez vos armes. Aucun geste hostile. Les hommes obéirent à contre-cœur, posant fusil et pistolet sur la pierre froide. Et maintenant? Murmura Vermers. Maintenant, on brise le motif, répondit Purvis. Il s'avança, seul, vers un soldat allemand. Un officier SS au front, déchiré par un trou net, celui que Méric avait abattu lors de la première boucle. L'Allemand leva son Luger, visa le cœur de Purvis. Purvis leva lentement une main ouverte. « Wir ergeben uns », dit-il d'une voix calme mais fermement. « Nous nous rendons. Kein Kampf mehr, plus de combat. » Le doigt du SS se crispa sur la détente. Derrière lui, les autres morts, Allemands et Américains confondus, levèrent leurs armes. Purvis tendit la main. Offerte. Sans armes, sans menace. 10 secondes passèrent. Interminables. Le monde entier retint sa respiration. Même le mécanisme temporel cessa de tourner. Puis, dans un geste d'une précision mécanique, l'officier SS abaissa son Luger et saisit la main de Purvis. Dans toute la chapelle, les armes s'abaissèrent. Les morts, ennemis d'hier, cessèrent enfin de se battre. Le chronolithe se remit en mouvement, mais différemment cette fois. Ses anneaux étaient alignés. Harmonisés, la cloche sonna minuit. Les dossiers déclassifiés s'arrêtent abruptement après les interrogatoires du sergent-major Henry Purvis et du lieutenant Lionel Heinz. Aucun des deux hommes ne reprit jamais le combat. Heinz reçut une mise à la retraite médicale en mars 1945. Il retourna travailler dans le cabinet juridique de sa famille dans le Connecticut. Il mourut d'une crise cardiaque en 1978. Sa famille légua ses journaux personnels au Smithsonian, mais leur contenu resta scellé jusqu'en 2030. Purvis suivit un tout autre chemin. Les archives militaires indiquent qu'il travailla pour le renseignement de l'armée jusqu'en 1951, spécialisé dans les anomalies temporelles signalées en Allemagne durant l'occupation. Il disparut en août 1951 au cours d'une opération classifiée dans la forêt noire. Son corps ne fut jamais retrouvé. En 1947, les autorités belges firent raser la chapelle de Struve après que 3 unités du génie militaire rapportèrent des pannes simultanées de chronomètres et une désorientation extrême lors de relevés cartographiques. La pierre du bâtiment fut réutilisée pour reconstruire Oufalise, détruite durant la bataille des Ardennes. En 1982, une manœuvre de l'OTAN dans les Ardennes fut annulée lorsque toutes les montres s'arrêtèrent simultanément à 23h37. Le rapport officiel mentionna que 17 soldats affirmèrent avoir vu des silhouettes appartenant à différentes guerres se déplacer entre les arbres, à l'endroit où se trouvait autrefois la chapelle. Ce qu'il s'est réellement passé quand la cloche a sonné minuit lors de la dernière boucle n'est connu que de ceux qui l'ont vécu. Selon les rapports hospitaliers, Purvis et Heinz affirmèrent que le temps s'était déroulé autour d'eux, que les morts s'étaient dissipés comme brume au matin, et que les murs de la chapelle étaient devenus transparents avant de se reconstituer ailleurs. Ils se réveillèrent dans un hôpital de campagne, à 3 km de Bastogne, le 23 décembre 1944, accompagnés de 9 autres survivants de leur peloton. Tous furent diagnostiqués comme souffrant d'une extrême fatigue de combat. Aucun ne put expliquer comment ils avaient traversé les lignes allemandes au plus fort de l'offensive. Mais un détail, enfoui dans les notes du médecin légiste, attira particulièrement l'attention des enquêteurs. La montre de chaque survivant était définitivement bloquée à 23h37, malgré toutes les tentatives de réparation. En outre, chaque homme présentait une anomalie physique identique, une fine marque au creux de la paume, une forme d'anneau entrelacé, très légère, visible seulement sous un certain éclairage. La dernière annotation du rapport médical disait ceci. Le sujet Purvis déclare que le temps se déplace différemment pour lui désormais. Il affirme être capable de voir autour des angles du jour, percevant des événements quelques minutes avant qu'ils ne se produisent. Le sujet Heinz présente des capacités précognitives similaires. Recommandations, transfert immédiat à une installation du renseignement militaire pour études approfondies. Le corps de Dixon ne fut jamais retrouvé. Pourtant, des fermiers belges signalèrent à plusieurs reprises
avoir aperçu un parachutiste américain immobile près de l'ancien emplacement de la chapelle. Ces signalements se poursuivirent jusqu'aux années 1970. En 2011, lors de travaux pour construire un poste forestier près du site de l'ancienne chapelle, des ouvriers mirent au jour une table de pierre circulaire, enfouie à 3 mètres de profondeur. Sa surface était gravée de cercles concentriques, marqués de symboles qu'aucun linguiste ne put identifier. La datation au carbone indiqua une origine vers 3000 avant notre ère. J.C. Avant que les archéologues ne puissent authentifier la découverte, la pierre disparut mystérieusement de son transport sous scellé pendant la nuit. Le rapport de la police militaire nota que tous les appareils électroniques dans un rayon d'1 kilomètre étaient tombés en panne exactement à 23h37. La seule preuve de l'existence de l'objet est une photographie en noir et blanc, capturant un fragment de la pierre, environ de la taille d'une paume. Dans le coin de l'image, visibles à moitié, 2 initiales gravées récemment dans la roche ancienne. HP. Peut-être le passage le plus troublant fut le dernier paragraphe du débriefing du sergent Purvis, classé délirant par les examinateurs à l'époque. Le seigneur de l'heure n'était pas notre ennemi, il était notre geôlier. Quand nous avons brisé le motif, nous n'avons pas mis fin à la boucle. Nous avons juste changé sa nature. La porte est toujours verrouillée, mais la clé a été redistribuée. À présent, chacun de nous en porte un fragment. Nous sommes les nouveaux observateurs. Et parfois, dans mes rêves, je vois ce qui attend de l'autre côté. Je le vois qui nous regarde, tapi dans les fissures entre les instants. Il a toujours faim, et il essaie toujours de passer, archivé par le département de la Défense, Division des phénomènes anormaux, avril 2025.